Regardez ce verre. Ce que vous voyez, c'est un ruban de liquide rubis, scintillant, mystérieux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est l'incroyable voyage qu'il a entrepris pour arriver là. Ce n'est pas seulement du jus de raisin qui a vieilli. C'est le fruit d'une collision spectaculaire entre la nature brute et la haute technologie. Pendant des siècles, le vin était l'œuvre du soleil et de la main de l'homme. Aujourd'hui, c'est aussi l'œuvre de l'ingénierie. Dans les coulisses de l'industrie viticole moderne, tout est contrôlé, mesuré et optimisé avec une précision chirurgicale. De la première grappe cueillie à l'aube jusqu'au bouchon qui scelle la bouteille, nous allons suivre une chaîne de transformation où la biologie rencontre la robotique. Oubliez les images d'Épinal des pressoirs en bois rustique. Bienvenue dans l'ère de la vinification 4.0, où la chimie est reine et où chaque goutte est le résultat de milliers de décisions techniques. Attachez votre ceinture, nous pénétrons dans les entrailles de la machine à vin. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer de nos publications prochaines. Merci. Tout commence avant même que le soleil ne se lève. Dans l'obscurité silencieuse des vignobles, une activité fébrile s'organise. C'est le moment crucial des vendanges. Dans une vinification moderne, le temps est l'ennemi et la température est l'allié. Pour garantir un vin rouge d'une qualité exceptionnelle, le raisin ne doit pas attendre. Les rangs de vignes, alignés à l'infini, sont baignés par la lumière froide de l'aube. Ici, la récolte n'est plus seulement le fruit d'un travail manuel ancestral, mais une opération logistique de haute précision. Des machines à vendanger avancent avec une délicatesse surprenante, secouant les ceps pour faire tomber les baies sans écraser la végétation indésirable. À côté, des équipes manuelles sélectionnent des parcelles spécifiques pour les cuvées de prestige, posant délicatement les grappes dans des caisses en plastique ajouré. Pourquoi cette précision? Parce que dès l'instant où le raisin est coupé, l'oxydation commence. Le passage de la parcelle au chai doit se faire dans la plus grande célérité pour préserver les arômes primaires, ces notes de fruits rouges et de fleurs qui feront l'âme du futur vin. Les remorques réfrigérées attendent déjà, prêtes à transporter la cargaison précieuse vers l'usine, où la chimie va prendre le relais de la nature. Merci de suivre Dis-nous dans les commentaires depuis quel pays. Aimez et partagez cette vidéo, cela nous aide à atteindre les autres comme vous. Merci. Nous voici arrivés à l'entrée de la cave moderne. L'ambiance change radicalement. Le calme de la nature laisse place au ronronnement rythmé des pompes et des convoyeurs. Les remorques déversent leur contenu dans les bennes de réception. C'est ici que tout se joue. La qualité brute doit être transformée en potentiel œnologique. Le raisin est immédiatement acheminé vers une table de tri dynamique. Dans les installations de pointe, cette étape est souvent assistée par des technologies optiques de dernière génération. Les grappes défilent sur un tapis roulant à grande vitesse, photographiées millésime par des caméras haute définition. En une fraction de seconde, des jets d'air comprimés commandés par intelligence artificielle éjectent tout ce qui n'est pas un raisin parfait. Les feuilles vertes, les raisins secs, les passerilles, ou encore se toucher par la pourriture. Ce tri drastique est essentiel. Pour un vin rouge moderne et pur, on ne peut tolérer aucune impureté qui pourrait apporter un goût herbacé ou une amertume indésirable. Ce qui reste sur le tapis, c'est l'or rouge, des baies saines, intactes, gorgées de sucre et de couleur, prêtes à révéler leurs secrets. Les secrets, pas les moindres. Tout a commencé dans les années 1990, avec une énigme médicale qui a stupéfié le monde. Les chercheurs ont remarqué une anomalie géographique. En France, malgré un régime riche en graisses saturées, fromage, beurre, charcuterie, le taux de maladies cardiovasculaires était étrangement bas comparé à d'autres pays occidentaux comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. On a appelé cela le paradoxe français. La clé de ce mystère? Une habitude culturelle ancrée, la consommation modérée et régulière de vin rouge. Ce n'est après le tri, les raisins entrent dans le cœur du réacteur, le fouloir égrappoir. Cette machine remplit une double fonction mécanique cruciale. D'abord, l'égrappage. Il faut séparer les baies des rafles, ces tiges ligneuses qui supportent les grappes. Si la rafle était laissée en contact avec le jus, elle libérerait des tanins trop verts et astringents, ruinant la structure du vin. Ensuite, le foulage. Contrairement aux images d'Épinal de pieds nus écrasant le raisin, ici, ce sont des rouleaux perforés ou des batteurs qui effectuent le travail délicat. L'objectif n'est pas de broyer les pépins, ce qui libérerait trop de tanins amers, mais de simplement éclater la peau des bailles. C'est à ce moment précis que le jus, appelé mou, entre en contact avec les peaux riches en pigments et en arômes. Le mélange qui sort de la machine est une soupe épaisse, colorée et parfumée, composée de jus, de peau, de pépins et d'une petite quantité de pulpe. Ce mou de goutte est immédiatement pompé vers les cuves de fermentation pour commencer sa transformation alchimique. Si le vin rouge possède des vertus thérapeutiques, cela ne vient pas de l'alcool lui-même, ni du sucre du raisin.
Le secret réside dans la peau de la baie. C'est ici que se concentre une famille de molécules chimiques puissantes, les polyphénols. Le vin blanc, qui est fermenté sans la peau, en contient très peu. Le vin rouge, grâce à sa macération prolongée, en est une véritable bombe. La star de cette composition est le resveratrol. C'est un phytoalexin, une substance produite naturellement par la vigne pour se défendre contre les attaques des champignons et du stress environnemental. En buvant un verre de vin, nous ingérons ce système de défense. Et incroyablement, ce qui protège la plante semble aussi nous protéger. Nous ingérons des milligrammes de cette molécule qui va agir comme un signal biochimique dans notre propre corps. Le mou est désormais dans la cuve. Dans les caves modernes, nous ne sommes plus dans des fûts de chêne pour cette étape, mais dans des cuves en inox géantes, capables de contenir des dizaines d'hectolitres. L'inox n'est pas choisi par hasard. C'est un matériau neutre qui permet à l'œnologue de contrôler parfaitement l'environnement de la fermentation. Une fois la cuve remplie, une étape critique peut avoir lieu, la macération à froid. Pour certains vins rouges aromatiques, la température du mou est volontairement abaissée autour de 10 degrés Celsius à 12 degrés Celsius pendant plusieurs jours. On met la fermentation en pause. Pourquoi? Pour favoriser l'extraction des composés aromatiques situés dans la peau avant que l'alcool ne commence à être produit. C'est comme faire infuser un thé à froid pour capturer les arômes les plus subtils sans l'amertume. Des sondes électroniques plongent en permanence dans la cuve, surveillant la densité et la température. L'informatique règle le climat intérieur de la cuve avec une précision au dixième de degré près. C'est le mariage de la biologie et de la cybernétique. Notre corps est en guerre constante. Chaque jour, par le simple fait de respirer, de manger ou de s'exposer au soleil, nous produisons des radicaux libres. Ces molécules instables manquent d'un électron et vont en arracher un à nos cellules saines pour survivre. C'est le stress oxydatif, le principal moteur du vieillissement et de nombreuses maladies chroniques. C'est là que les antioxydants du vin rouge entrent en scène. Les polyphénols, et en particulier les flavonoïdes, sont des donneurs d'électrons. Ils neutralisent les radicaux libres en leur cédant l'électron qu'ils manquent, sans devenir eux-mêmes dangereux. Ils éteignent l'incendie oxydatif avant qu'il ne brûle notre ADN. En termes simples, boire du vin rouge apporte à votre corps une escouade de soldats chimiques prêts à sacrifier leur stabilité pour protéger la vôtre. Maintenant, la nature reprend ses droits. La température est remontée aux alentours de 25 degrés Celsius à 30 degrés Celsius. C'est le signal du départ pour les levures. Dans les caves modernes, on inocule souvent le mou avec des levures sélectionnées en laboratoire pour garantir une fermentation régulière et prévisible, bien que la pied de cuve, levures indigènes, reste une option pour les cuvées nature. C'est le moment magique de la fermentation alcoolique. Sous l'action des levures, le sucre contenu dans le raisin se transforme en alcool, éthanol et en dioxyde de carbone. La cuve s'anime littéralement. Le chapeau de marque, cette couche dense de peau et de pépins qui remonte à la surface grâce au CO2, flotte au sommet du liquide bouillonnant. C'est une réaction exothermique, la cuve chauffe de l'intérieur. Les systèmes de réfrigération de l'enveloppe de la cuve tournent à plein régime pour maintenir cette température idéale. Si c'est trop chaud, les arômes s'envolent. Si c'est trop froid, la fermentation s'arrête. L'odeur dans le chai est désormais intense. Des effluves de levure, de pain chaud et de fruits compotés emplissent l'espace. Le bénéfice le plus documenté et le plus puissant du vin rouge concerne le cœur et les vaisseaux sanguins. L'effet est double. D'abord, le vin rouge améliore la fonction de l'endothélium, la paroi interne de nos artères. Il stimule la production de monoxyde d'azote, une molécule qui fait se détendre les vaisseaux sanguins. Résultat, le sang circule mieux, la pression artérielle diminue légèrement. Mais surtout, le vin rouge agit sur le cholestérol. Nous connaissons le mauvais cholestérol, LDL, qui a tendance à s'oxyder et à se déposer sur les parois des artères, formant des plaques d'athérome. Les polyphénols du vin empêchent cette oxydation. Le LDL reste inoffensif plus longtemps. De plus, il semble augmenter légèrement le taux de bon cholestérol, HDL, qui joue le rôle de nettoyeur en allant chercher les graisses excédentaires pour les évacuer. C'est comme si le vin rendait notre sang plus fluide et nos tuyaux plus glissants. La fermentation produit l'alcool, mais pour faire un vin rouge, il faut extraire la couleur et les tanins des peaux. C'est le rôle de la macération. Comme le chapeau de marque flotte, il faut le remettre en contact avec le liquide en permanence. C'est ici qu'intervient l'opération du remontage. Des pompes puissantes aspirent le jus du bas de la cuve et le renvoient en cascade par le haut, arrosant le chapeau de marque. Ce va-et-vient mécanique, parfois programmé toutes les 4 à 6 heures par des automates, permet de dissoudre les anthocyanes, pigments rouges et les tanins. Le liquide passe d'un violet translucide à un rouge rubis profond et opaque.
Dans certaines cuves haut de gamme, on utilise des techniques plus douces comme le pigeage, où un piston pneumatique enfonce le marc délicatement, ou la délestage, qui consiste à vider tout le jus de la cuve pour le réintroduire brutalement, oxygénant ainsi le mou et assouplissant les tanins. C'est une chorégraphie mécanique complexe qui sculpte la structure finale du vin. Plongeons maintenant au niveau moléculaire le plus profond. Le resveratrol a une propriété fascinante découverte dans les laboratoires de recherche sur le vieillissement. Il active une famille de gènes appelés sirtuines et plus particulièrement le gène sirtuin. On appelle souvent ces gènes les protecteurs de la longévité. Les sirtuines sont responsables de la réparation de l'ADN brisé et de la protection des cellules contre le stress. En activant ces gènes, le resveratrol mime les effets d'un régime hypocalorique, l'un des seuls moyens prouvés pour allonger la durée de vie chez l'animal, sans avoir besoin de jeûner. C'est une promesse thérapeutique immense pour lutter contre le déclin cognitif et la dégradation cellulaire liée à l'âge. Bien sûr, nous ne sommes pas des souris de laboratoire, mais le mécanisme biologique est bel et bien présent chez l'homme. Après environ 10 à 15 jours, la fermentation est terminée, ou plutôt, l'œnologue décide que le vin a assez extrait. Il est temps de séparer le vin liquide des matières solides. C'est le décuvage. Cette opération marque la fin de la phase tumultueuse. On ouvre la vanne située en bas de la cuve. Le vin de goutte s'écoule par gravité, limpide et sombre. Il est immédiatement dirigé vers une autre cuve ou directement en barrique. Mais il reste dans la cuve une masse solide saturée de vin, le marc. Ce marc ne peut pas être gaspillé. Il est transféré dans un pressoir vertical ou horizontal moderne. La presse va exercer une pression progressive décontrôlée pour extraire le vin de presse. Ce jus est plus riche en tanins et en couleurs, mais aussi plus brut. L'œnologue devra goûter ce vin de presse avec attention. S'il est trop astringent, il sera écarté ou mélangé en très petite quantité pour ajouter de la structure au vin final. Les peaux et pépins restants, désormais épuisés, seront envoyés vers la distillerie pour produire de l'alcool de marque ou utilisés comme compost. Une découverte plus récente nous ramène à notre intestin. Le vin rouge est un prébiotique puissant. Il ne contient pas seulement des antioxydants, mais aussi des fibres de polyphénol que notre corps ne digère pas directement. Ces fibres voyagent intactes jusqu'au côlon. Là, elles servent de nourriture aux milliards de bactéries bonnes qui composent notre flore intestinale, le microbiome. Des études ont montré que la consommation modérée de vin rouge augmente la diversité de cette flore intestinale. Or, on sait aujourd'hui qu'un microbiome diversifié est synonyme d'un système immunitaire fort, d'une meilleure digestion et même d'une meilleure santé mentale, grâce à l'axe intestin-cerveau. Le vin rouge ne nourrit pas seulement vos sens, il nourrit vos bactéries alliées. Le vin est maintenant fait, c'est-à-dire qu'il n'est plus du jus de raisin, mais il est encore jeune, acide et nerveux. Pour la plupart des vins rouges modernes, une seconde transformation biologique est nécessaire, la fermentation malolactique. Des bactéries lactiques sont introduites dans le vin. Elles vont consommer l'acide malique, qui est dur et vert, comme dans une pomme verte, pour le transformer en acide lactique, qui est plus doux et crémeux, comme dans le yaourt. Cette étape stabilise le vin biologiquement et modifie sa texture en bouche. Dans les cuves d'inox modernes, cette fermentation est contrôlée avec la même rigueur que la précédente. On peut chauffer légèrement la cuve pour accélérer le processus si l'hiver approche. À la fin de cette étape, le vin a perdu son agressivité, il est plus rond, plus souple, prêt à entamer son long voyage de maturation. Et qu'en est-il de notre matière grise? Le cerveau est un organe très gourmand en oxygène, ce qui le rend particulièrement vulnérable au stress oxydatif et aux inflammations. Là encore, les polyphénols traversent la barrière hémato-encéphalique pour exercer leur action protectrice. Des études observationnelles suggèrent que les personnes consommant du vin rouge avec modération ont un risque plus faible de développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Le vin aide à maintenir la fluidité du sang dans les microcapillaires cérébraux et pourrait réduire l'accumulation de plaques amyloïdes, les marques distinctives d'Alzheimer. C'est une manière élégante de dire qu'un verre de vin pourrait aider à garder l'esprit vif plus longtemps. Le vin quitte maintenant l'inox pour le bois. Nous pénétrons dans le chai de vieillissement, une cathédrale souterraine où l'odeur de chêne toasté domine. Ici, le vin va passer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est l'élevage. Les barriques, souvent en chêne français ou américain, ne servent pas uniquement à stocker le vin. Elles sont actives. Le bois est poreux, il permet une micro-oxygénation lente. L'oxygène pénètre infiniment par les pores du chêne, ce qui aide les tanins à se polymériser, rendant le vin plus stable et moins réactif. De plus, le bois apporte ses propres arômes, vanille, caramel, tabac, toasté, épices. Dans un chai moderne, l'œnologue choisit le niveau de toastage des barriques, léger, moyen, fort,
pour sculpter le profil aromatique. Des houilleurs passent régulièrement dans les allées pour vérifier le niveau des barriques et compléter le trou de l'houillant, l'évaporation naturelle, afin que le vin ne soit pas en contact avec l'air. C'est là, par des anges, ce sacrifice qui concentre le vin. Cependant, il est crucial de s'arrêter ici et de lever toute ambiguïté. La relation entre le vin et la santé n'est pas linéaire. Elle suit une courbe en J. Cela signifie que les bénéfices apparaissent avec une consommation modérée, environ 1 verre par jour pour les femmes, 2 pour les hommes, mais chutent brutalement pour devenir nocifs dès que l'on dépasse cette dose. L'alcool reste une toxine pour le foie et un cancérigène avéré à haute dose. Si vous buvez une bouteille entière, les effets néfastes de l'alcool écraseront totalement les bénéfices des polyphénols. Le vin rouge n'est pas un médicament magique qui annule les excès. Il est un complément au plaisir qui, consommé avec intelligence, s'inscrit dans une hygiène de vie globale. C'est la différence entre l'usage et l'abus. L'élevage s'est terminé. Le vin est désormais mature, mais le travail de l'œnologue n'est pas fini. Nous entrons maintenant dans la salle stérile du laboratoire. Ici, des éprouvettes, des chromatographes et des spectrophotomètres analysent chaque lot. Le vin est un produit vivant, et chaque cuve, chaque barrique a développé sa propre personnalité. Le grand art de la vinification moderne réside dans l'assemblage. Comme un chef compose un plat, l'œnologue goûte et mélange différents vins. On peut assembler différentes cépages, merlot pour la rondeur, cabernet pour la structure, ou différentes parcelles. L'objectif est de créer un vin qui est plus grand que la somme de ses parties. C'est un acte créatif soutenu par la science. On ajuste l'équilibre entre l'acidité, l'alcool et les tanins. Une fois l'assemblage décidé en laboratoire, il est réalisé à grande échelle dans de gigantesques cuves d'assemblage en inox, où les différents lots sont mariés par pompage pour ne faire plus qu'un. Alors, le vin rouge est-il bon pour la santé? La science répond « oui, potentiellement », à condition d'être consommé avec modération et dans le cadre d'une alimentation équilibrée comme le régime méditerranéen. Mais il y a un dernier facteur que la biologie ne mesure pas toujours, le lien social. Boire un verre de vin, c'est ralentir le rythme, s'asseoir, partager, discuter. Réduire le stress social et l'anxiété a un impact positif immense sur la santé, bien supérieur à celui de n'importe quelle molécule. Le vin rouge est le catalyseur de ces moments de connexion humaine. Il protège notre cœur grâce à ses polyphénols, mais il nourrit notre âme grâce au plaisir qu'il procure. Et c'est peut-être cela, l'ultime secret de la longévité. Le vin est assemblé, mais il peut encore contenir des particules microscopiques de levure ou de protéines qui le rendront trouble dans la bouteille. Il faut le clarifier. Dans l'industrie moderne, on utilise des procédés physiques et chimiques subtils. D'abord, le collage. On ajoute des protéines, comme le blanc d'œuf ou la gélatine, ou de la bentonite, argile. Ces agents se lient aux particules en suspension et tombent au fond de la cuve, entraînant avec eux les impuretés. Ensuite, c'est le filtrage. Le vin passe à travers des filtres à plaques ou des membranes en cellulose de plus en plus fines. Pour les vins de très haute qualité, on peut utiliser la filtration tangentielle ou la centrifugation qui permettent de nettoyer le vin sans le traumatiser en lui faisant perdre ses arômes. À la sortie de cette étape, le vin est d'une limpidité cristalline, brillant et éclatant, prêt à être conditionné. C'est la dernière étape de transformation avant son voyage commercial. Voici l'aboutissement de tout ce processus, la ligne d'embouteillage. C'est une chaîne de montage automatisée impressionnante qui tourne à une cadence fulgurante, pouvant remplir des milliers de bouteilles par heure. Tout commence par le rinçage. Les bouteilles vides arrivent par convoyeur, sont retournées, rincées à l'eau purifiée ou à l'inertage, azote ou CO2, pour éliminer tout risque oxydatif. Elles sont ensuite mises à l'endroit et arrivent sous les becs de remplissage. Ces becs fonctionnent par aspiration ou sous vide et sont conçus pour remplir la bouteille au niveau exact, sans laisser de bulles d'air nuisibles, ce qui préserve la fraîcheur du vin. Immédiatement après le remplissage, la bouteille passe sous la boucheuse. Un bouchon en liège naturel ou synthétique est compressé et enfoncé avec une force précise. L'étanchéité est vitale. Une capsule de aluminium ou de plastique est ensuite sertie sur le goulot pour protéger le bouchon de l'humidité. La bouteille est pleine et fermée, mais elle est encore nue. Elle reçoit son identité visuelle sur la ligne d'étiquetage. Des robots capteurs détectent le passage de chaque bouteille. Des étiquettes autocollantes ou à colle sont appliquées avec une précision au millimètre près sur le flacon. L'étiquette porte non seulement la marque et le nom du domaine, mais aussi des informations légales strictes, le millésime, le degré d'alcool, le volume et le code barre. Pour les bouteilles haut de gamme, une contre-étiquette est ajoutée à l'arrière, racontant l'histoire du vin ou suggérant des accords mets-vins. Ensuite,
Les bouteilles sont regroupées en packs de 6 ou 12 par des emballeuses automatiques, puis glissées dans des cartons. Enfin, des robots palettiseurs empilent les cartons sur des palettes en bois, les filment avec du plastique rétractable pour les maintenir solidaires. La palette est ensuite scannée et stockée dans le hall d'expédition, attendant les camions réfrigérés qui la transporteront vers les 4 coins du monde. Du grain de raisin, fragile et périssable, à cette bouteille scellée, prête à voyager à travers le temps et l'espace. Nous avons traversé le processus incroyable de la vinification moderne. Une fusion sophistiquée entre l'agriculture, la biologie, la mécanique et l'art. Chaque gorgée que vous prendrez est le résultat de dizaines de décisions techniques, de contrôles rigoureux et de savoir-faire ancestral amélioré par la technologie. La prochaine fois que vous verrez une bouteille de vin rouge, rappelez-vous de l'usine géante, des cuves d'inox, des levures en action et du temps passé en barrique. C'est cette complexité qui transforme un simple fruit en une œuvre d'art liquide. Santé. La chaîne s'arrête. Les robots se taisent. Il ne reste plus que le cliquetis final des bouteilles qui s'empilent sur les palettes. Ce que nous avons vu aujourd'hui n'est pas une simple production de masse, c'est une entreprise titanesque pour capturer le temps. Dans cette usine moderne, l'objectif n'a jamais été de tuer la magie du vin, mais au contraire de la préserver avec une exactitude que nos ancêtres n'auraient jamais pu rêver d'atteindre. Grâce à la thermique, à la mécanique et à la biologie, nous avons réussi à figer un instant de la nature, un terroir, un climat, dans ce contenant de verre. Alors, la prochaine fois que vous déboucherez une bouteille, rappelez-vous de ce que vous avez vu ici. Rappelez-vous des vendanges à l'aube, des cuves d'acier bruissantes, des levures en effervescence et du soin maniaque de chaque étape. Ce n'est pas juste une boisson que vous tenez dans vos mains. C'est une technologie liquide, une histoire industrielle et avant tout, une invitation à ralentir le temps. Santé.